Bonsoir, il y a des signes qui ne trompent pas. Rambo veut devenir un héros écolo. Sylvester Stallone, transfiguré par le César d'honneur et par l'hommage de Jack Lang, veut mettre sa force au service de la nature. Il l'a dit ce matin au cours d'une conférence de presse à Paris. Passio le bougre. Il entend bien être lui aussi du défilé des années 90 où une seule couleur apparaîtra, le vert. Vous n'êtes pas surpris, Jacques Séguéla? Non, mais je crois qu'au-delà de la récup, Stallone n'est pas celui qu'on croit. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un réalisateur, et il a toujours été écolo. Mais il s'est vraiment trompé de personnage la première fois. Alors est-ce que le public va lui pardonner ce retournement de veste? Pas sûr. On retrouve l'auteur Jacques Séguéla à la fin de ce journal pour Vote au-dessus d'un nid de coco. Et il est vrai que cette mode écolo envahit le monde, jusqu'à priver certaines métropoles de ses carrosses, c'est-à-dire de ses voitures. C'est le cas de Strasbourg, cité interdite aux bagnoles depuis ce matin. Dominique Dumas. Inhabituelle place Kléber. Désormais, le centre de Strasbourg est interdit à la circulation. 50 000 véhicules transités tous les jours par le centre, causant ainsi plus de la moitié de la pollution atmosphérique. Il va falloir apprendre les nouveaux itinéraires grâce aux plans distribués. Voilà, vous devez faire tout le tour du centre-ville parce que tout est en zone piétonne, vous devez accéder par les quais. 5 tours. Il n'y a pas eu de trucs, de méchantes paroles qui sont tombées. Tout se passe très bien. Il faut attendre un petit peu pour voir, pour s'y faire, quoi. Les parkings et la navette gratuite. Et la ville est interdite à la circulation. C'est pour tout le monde, c'est bien. Je suis complètement perdu là. Hein. Moi j'aime bien, à condition de bien organiser. D'ici à 94, de nouveaux parkings centraux et un tramway renforceront l'efficacité, même si certains commerçants ne sont pas tout à fait d'accord. Strasbourg pourrait, pourquoi pas, accueillir la future agence européenne de l'environnement, car désormais la ville n'aura peut-être plus rien à envier à ses voisines allemandes et néerlandaises, écologistes dans l'âme. Et les Strasbourgeois sont-ils venus marcher ce soir dans la ville? Anne Talbot va nous le dire en direct de Strasbourg. Anne? Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de bouleversement à Strasbourg. C'est vrai que l'ambiance était assez calme, un petit peu comme un dimanche. Mais est-ce que cela est dû au nouveau plan de circulation ou bien au premier jour de congé scolaire? Je crois que ça, on le verra justement dans 15 jours, au retour des vacances. Donc, pas d'encombrement. Là où la circulation est encore possible, elle est fluide. Il faut dire que tous les habitants de la communauté urbaine de Strasbourg ont reçu la semaine dernière le nouveau plan de circulation. Et puis, pour les automobilistes un peu perdus aujourd'hui, eh bien, des agents de police étaient présents dans tous les points stratégiques pour les informer et les guider. Les Strasbourgeois que nous avons rencontrés aujourd'hui semblaient satisfaits, mais encore une fois, c'est peut-être à long terme qu'il faudra voir. En tous les cas, le bilan de la journée aujourd'hui est globalement positif. Merci Anne. La Sainte Alliance républicaine, si j'ose dire, a eu raison de l'extrême droite hier à Nice. Marie-Jeanne Murcia, UDF-PR, soutenue par les libéraux, les socialistes et les écologistes, a battu le candidat du Front National dans l'élection cantonale partielle. Une courte victoire tout de même puisque le scrutin s'est joué à 88 voix. Marie-Jeanne Murcia l'a finalement remporté avec 50,65% des voix, alors qu'au premier tour, c'est le candidat d'extrême droite qui était en tête. Jérôme Catala, Marquedoux. Acclamé comme s'il avait été élu. Il faut dire que malgré ce troisième échec au cantonal, Jacques Perrat, le candidat du Front National, a gagné près de 1250 voix par rapport au premier tour, en recueillant plus de 49% des suffrages. Il a donc remobilisé ses électeurs au-delà de ses propres espérances. De quoi attendre les prochaines échéances électorales avec optimisme. On va continuer le 22 mars. Et il y a quand même un nombre d'abstentions encore considérable, plus de 50% d'abstention. Eh bien, aux élections générales, on va essayer de reprendre. Et puis, dans la perspective des élections qui nous intéressent, qui sont les élections municipales, arriver à ce score de 49%, la mairie n'est plus très loin pour nous. Sa difficile victoire, Marie-Jeanne Murcia l'a emportée à l'arraché. Jusqu'au bout, le résultat a été incertain. 77 voix d'avance. Il semble en fait que les divisions de la droite locale entre l'UDF et le RPR soient responsables en partie de ce score très serré. Et l'explosion de joie de ses supporters était à la mesure de l'enjeu. Ça veut dire que quand on se mobilise, on peut gagner. Et quand je dis gagner, je le dis dans le sens le plus profond du terme, parce que vraiment, il fallait se battre et il fallait gagner. Il ne fallait surtout pas que le 14e canton devienne un canton au Front National. Mais la fête hier soir avait un goût amer. Tous les partis politiques traditionnels avaient appelé à faire barrage au Front National. Marie-Jeanne Murcia ne l'a emporté que de 88 voix.
Brice Lalonde prend son envol. Le ministre de l'Environnement suggère au président de désigner un Premier ministre non socialiste après les régionales. Son chef direct, Édith Cresson, n'a pas encore réagi, mais Brice Lalonde mettrait en avant, en cas de réprimande, sa seconde casquette. Il est président de Génération Écologie et les sondages toujours favorables au vert vert ou au vert rose, au détriment des grands partis. On le voit aujourd'hui encore dans le Nord-Pas-de-Calais. Première raison de cette baisse des partis traditionnels, la dispersion des intentions de vote en marge du PC qui se maintient, du Front National et des écologistes donc qui augmentent. Il faut aussi compter dans cette région avec la liste Oxygène du sans-étiquette Jean-Louis Borloo. Les chiffres du sondage BVA, Christian Mez. La région porte le nom de ces deux départements, fiefs historiques du Parti socialiste. Un PS qui, pour la première fois, serait ici en difficulté. Avec 24,5% des intentions de vote, sa chute serait en effet de 7 points par rapport au régional de 86. La droite, RPR, UDF, ne tirerait aucun bénéfice de cette baisse. Ses propres pertes seraient même supérieures à celles du PS. 24%, ce serait 8,5 points de moins qu'il y a 6 ans. À y regarder de plus près, dans le département du Nord, même la présence du ministre Michel Delbarre ne suffit pas. Le PS perdrait plus de 9 points. Son adversaire pour l'UDF-RPR, Jacques Legendre, le devance, mais perdrait 12,5 points. Les glissements sont moins importants dans le Pas-de-Calais. À droite, Léonce Després limiterait la perte à moins de 1 point. Le PS, avec Noël Joseph, chuterait de 4,5 points. À l'échelle régionale, le PC réussirait à se maintenir à 14%, soit moins 1,5. Le Front National progresserait peu, avec 13%, il gagnerait 2,8 points. Le reste de l'enquête révèle, comme pour d'autres régions, un éparpillement des intentions de vote. Génération Écologie est créditée de 4,5%, les Verts de 6,5%, soit une progression totale de plus de 7 points pour les écologistes. Cas particulier à la région, les listes de Jean-Louis Borloo, maire de Valenciennes qui se veut ni à droite ni à gauche, obtiendrait 7%. Lui-même, tête de liste dans le département du Nord, est crédité de 10%. Qui, dans ces conditions, pourra conduire la région? À 38%, les personnes interrogées voudraient que ce soit la gauche et les écologistes. 34% souhaiteraient plutôt voir la droite avec les écologistes. Cette nouvelle enquête d'opinion incite les socialistes à redoubler d'efforts pour conserver leur fief. Ils dirigent si peu de régions qu'une défaite dans le Nord-Pas-de-Calais aurait un grand retentissement. Mais la bataille sera rude face à la multitude des listes présentes dans cette région. Le jeu des alliances sera donc capital et tous les états-majors le savent. Reportage de Michel Lemerle et Christos Camilleris. S'il est un lieu où les symboles du socialisme demeurent encore vivaces, c'est bien le Nord-Pas-de-Calais. S'il est un endroit où une défaite prendrait plus qu'ailleurs des allures de revers historique, c'est bien dans cette région. Le PS jette donc toutes ses forces dans la bataille pour contrer ses adversaires, mais aussi pour surmonter ses états d'âme. En ce moment, être socialiste, c'est le pire. Qu'est-ce qu'on prend? Oh! On n'a jamais été aussi bon que quand les temps sont difficiles. Désigner comme chef de file régional un ministre d'État, c'est un atout, mais c'est aussi offrir à ses adversaires une cible privilégiée et risquer de faire porter l'essentiel du débat sur la politique nationale. Du RPR au Parti communiste, on ne s'en prive pas. Singulier aveu que celui de Michel Delbarre, lançant sa campagne sous le slogan du Nord plus fort. Mais s'il n'est pas assez fort actuellement, la faute à qui? Le ministre de Delbarre, il n'est pas candidat pour être président du Conseil régional, il est le représentant du gouvernement dans cette campagne. Et il faut qu'il assume le bilan du gouvernement de bout en bout. Si tous les candidats ne brandissent pas la rose, tous sont leur épine, aucune majorité absolue ne peut raisonnablement sortir des urnes, personne n'échappera au problème des alliances, même si l'UPF continue de regarder ostensiblement ailleurs quand le Front National propose ses services. Désespérément, je propose depuis des mois l'unité à la base, l'union à la base de toutes les forces antisocialistes pour mettre en place une majorité alternative au sein du Conseil régional. Toutes les autres formations accélèrent l'allure, conscients du rôle qu'elles peuvent jouer dans ce contexte, avec des airs d'écoliers un peu ébahis en arrivant au seuil de la Cour des Grands, à commencer par Jean-Louis Borloo, le jeune maire de Valenciennes, qui mène une liste indépendante. Plus ça va, plus ils sont étonnés que pour quelqu'un qui n'est pas du tout positionné chez eux, sans espace, comme ils disent politique, vous savez, avec un peu de condescendance, ils sont un peu étonnés qu'on existe. Plus nous avançons, plus on s'aperçoit que nous n'avons rien à envier aux autres et que nous n'avons pas à jouer un petit peu les timides minoritaires, mais nous avons toute notre place dans la cour des grands. La situation donne des ailes à toutes les petites formations qui constatent que la bataille sera serrée et qu'il y aura sans doute photo à l'arrivée.
qu'il faudra attendre plusieurs mois pour connaître les causes précises de l'accident récent de l'Airbus A320 près de Strasbourg. Mais Paul Quillet en tire déjà les premiers enseignements. Le ministre des Transports demande à Airbus Industrie de procéder à des modifications sur l'appareil. Airbus qui a dès ce matin mis en place une commission d'experts, mais le constructeur n'est pas le seul à avoir reçu des recommandations. L'aviation civile devra aussi opérer des changements sur les balises de détresse et les avertisseurs de proximité du sol. Daniel Durandet et Victor Arish. La principale des 4 mesures annoncées par le ministre des Transports porte sur la modification de l'ergonomie du poste de pilotage de la 320 et notamment sur les modifications d'utilisation des procédures de descente. Un système dans lequel il est facile de confondre angle et taux de descente. Airbus devra sous un mois fournir une proposition de modification de la procédure, bien qu'aujourd'hui, rien ne puisse l'incriminer comme cause de l'accident. Privilégions aucune hypothèse. Il y en a plusieurs, tant que l'on ne pourra pas dire la cause de l'accident, c'est ceci, je crois qu'il est inexact et cela pourrait être même malhonnête que de dire la cause de l'accident pourrait être ceci ou cela. Balises de détresse plus performantes, avertisseurs de proximité de sol et enregistreurs de vol résistants mieux au choc devraient accroître le système de sécurité des Airbus. Nous souhaitons toutefois que l'étude qu'il a proposée ne s'arrête pas au problème de gestion de plan vertical. Il y a un problème plus général d'ergonomie et d'interface à bord des avions de la nouvelle génération et nous souhaitons donc que cette étude soit élargie à tous ces types d'appareils. Airbus Industrie, qui se dit prête ce soir à étudier toute modification, souligne que jusqu'à maintenant, l'enquête ne relève aucun dysfonctionnement de l'appareil, de ses systèmes et de ses moteurs. Soldats de la guerre, soldats de la paix, ils étaient dans le Golfe l'année dernière pour combattre. Ils se rendent cette semaine en Yougoslavie pour empêcher les autres de se battre. Le 2e RIMA du Mans s'apprête à partir pour ce pays déchiré par la guerre civile avec le drapeau de l'ONU. Ils sont 900 à se préparer à un départ imminent dans les républiques yougoslaves. 900 hommes qui représentent les premiers éléments de la force d'interposition de l'ONU. Et leur rôle sera avant tout un rôle de surveillance et de contrôle pour imposer une paix durable entre les communautés. Reportage de Pierre Babet et Joël Lépine. L'an dernier, ils étaient marron et sable, couleur tempête du désert. Cette année, les blindés du régiment sont blancs, couleur Nations Unies. Ce que feront là-bas les militaires français, ce sera surtout ceci. Contrôler, inspecter les véhicules, déceler des caches d'armes. Pour s'y préparer, ils ont appris quelques mots de serbo-croate. Quel genre de mots vous avez appris? Tout ce qui est mots pour faire des contrôles. Voilà, alors c'est-à-dire, s'il vous plaît, carte d'identité, passeport, etc., etc. Tout ce qui va bien. Comment ça se dit tout ça? S'il vous plaît, Moling. Et carte d'identité, légitimation. Ce qu'ils devront redouter le plus sur place, ce sera cela, les mines, les munitions éparses, tout ce qui peut tuer malgré un cessez-le-feu. D'après les informations que j'ai, il y aurait des mines, mais je ne sais pas également la diversité et surtout la quantité. Le rôle qu'auront les unités que nous allons envoyer sera de restaurer la paix et surtout de ramener le calme et la sérénité dans la population de façon que le dialogue puisse s'instaurer de manière qu'une solution soit trouvée. Maintenant que le déploiement de l'ONU est acquis, quelle que soit la mission assignée, quels que soient les risques encourus, le seul souhait des soldats français, c'est de partir, et vite. La tâche des casques bleus sera difficile. L'ONU, malgré sa bonne volonté, ne parvient pas toujours à séparer les belligérants. On le voit au Proche-Orient, ou à protéger efficacement les civils victimes de la dictature. On le voit en Irak, où la chasse aux Kurdes n'a pas cessé. On en parle peu, on en parle moins, mais ce n'est pas une raison pour oublier. Vous vous souvenez sûrement de leur exode massif et tragique l'hiver dernier. 10 mois après, des centaines de milliers de Kurdes vivent toujours dans des camps et dans des conditions très difficiles. Impossible pour eux de rejoindre leur village. L'armée irakienne les en chasserait immédiatement. Marie-Odile Pagnès et Philippe Jasselin. Turquie, avril 91. Irak, février 92. Le même dénuement, le même froid glacial, la même peur dans les regards, comme si rien n'avait changé. Juste 10 mois d'exode, 10 mois d'errance. Depuis qu'on a quitté l'Iran, on est ici. On n'a pas pu rentrer chez nous. 4 mois en Iran et maintenant ce camp. Mais vous ne pensez pas rentrer chez vous? Si un jour il n'y a plus d'attaque en Irak, si Saddam Hussein s'en va, alors peut-être on rentrera.
L'an dernier, 1,5 million de Kurdes avaient fui vers l'Iran et la Turquie. Aujourd'hui, presque tous ont repassé la frontière. Mais ils ne sont pas revenus sagement se remettre sous la coupe du pouvoir de Bagdad. S'ils ont accepté de rentrer, c'est uniquement pour ce bout de territoire contrôlé par leurs combattants, les Peshmerga. Pas encore le Kurdistan, mais déjà plus tout à fait l'Irak. Les moins malchanceux ont retrouvé leur terre, mais ils sont encore plus de 200 000 qui, comme dans ce camp, n'ont qu'un abri précaire. Enfants livrés à eux-mêmes, familles nombreuses qui n'ont toujours pas rejoint leur ville, leur village, leur maison. Originaires de Kirkouk, Kifri ou Kalar, au-delà des lignes de front, là où persiste la menace des bombes et des arrestations. Moi, j'habitais à Kalar, mais ici, je me sens plus en sécurité. C'est beaucoup plus sûr pour ma femme et mes enfants. Ici, nous sommes en zone libérée. Si nous retournons à Kalar, près des lignes de combat, je ne suis pas sûr de pouvoir les protéger. Des récalcitrants au retour qui embarrassent le Haut Commissariat aux réfugiés. Impossible de les contraindre à partir, impossible aussi de maintenir beaucoup plus longtemps la présence du HCR. Pas de famine, pas d'épidémie, la mission humanitaire des Occidentaux touche à sa fin. Le but principal de l'opération de secours, c'était de permettre aux populations de rentrer chez elles, de se réinstaller, ou en tout cas de passer le premier hiver, en attendant que des solutions à plus long terme soient trouvées. Alors, la question de savoir si les secours sont encore nécessaires, je vous dirais non. L'idée du départ des Nations Unies provoque l'inquiétude des Kurdes, tant ils sont persuadés que tomberait alors leur dernier rempart contre Saddam Hussein. Pour les rassurer, il faudrait une décision politique que les gouvernements membres de l'ONU ne semblent pas pressés de prendre. Trop d'enjeux, d'élections internes, de pays alliés aménagés dans la région. Alors, les camps provisoires s'éternisent. Ici, à Souleymania, pour ne pas mourir de froid, 150 familles ont envahi les anciens quartiers généraux de la sécurité irakienne. La survie, à côté des cellules de prison, des salles de torture que l'on fait complaisamment visiter aux journalistes. Plutôt affronter le souvenir des victimes de l'oppression que repartir vers son village, vers un destin que menace encore et toujours Saddam Hussein. Jacques Séguéla, je vous voyais songeur en train de regarder ce reportage. C'est pas facile de lutter contre l'amnésie dans ce monde du zapping que vous connaissez si bien. Oui, je me souviens d'avoir fait un film lorsque cet horrible drame est arrivé, où l'on voyait une famille kurde très très belle qui tout d'un coup s'estompait, virée au blanc, et le titre venait s'inscrire sur ce blanc et disait « Peuple en voie de disparition ». Mais c'est de notre faute. Pourquoi avoir la mémoire circoute? Pourquoi n'écouter le mal des pays que lorsque les médias les mettent à la une? Et je crois que c'est d'abord aux journalistes, et je trouve formidable d'avoir fait ce reportage, que d'avoir la mémoire que le public n'a pas. C'est votre déontologie, c'est votre éthique. Jacques Séguéla, à propos d'éthique, on vous a invité parce que vous venez d'écrire un nouveau livre, Vote au-dessus d'un nid de coco, publié par Flammarion. C'est quoi? Ce sont les tribulations de Tintin au pays des soviets? Et Tintin, c'est vous? Ça essaye de ne pas se prendre au sérieux, de raconter une aventure extraordinaire que j'ai pu vivre, puisque vous vous rendez compte que j'ai participé à toutes ces campagnes qui ont libéré l'Est, de la Hongrie à la Bulgarie, à la Pologne, à la Russie. Donc j'ai approché tous ces héros, Valéza, Sobchak, Helsinki, Havel. J'ai milité avec eux, j'ai fait campagne pour eux. Et les voilà tous aujourd'hui présidents. Alors vous nous offrez dans ce livre des portraits truculents, je dois le dire, de tous ces hommes qui découvrent Madame la démocratie et Monsieur Marketing. Oui, et qui se trompent. J'essaie de leur dire au début, mais vous savez, ce n'est pas Séguéla qui a fait élire Mitterrand, c'est Mitterrand qui a couronné Séguéla. Vous allez voir, la publicité, c'est pas grand-chose. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un Deus ex machina qui va vous ouvrir les portes du succès. Je crois d'ailleurs que la publicité est plus efficace pour le candidat que pour l'électeur lui-même, parce que ça le rassure et ça l'oblige à avoir une ligne de conduite. Et ça donne des instants cocasses, et Eltine qui veut se faire payer pour apparaître dans un film sur lui. Le film était très beau, hein. On voyait sur la place blanche Helsinki qui s'avançait, et puis il ouvrait comme ça une petite poupée gigogne, et il y avait une colombe qui s'élevait dans le ciel. Et puis tout d'un coup, il y avait un lâcher de colombe derrière, et toute la place rouge devenait blanche. Et il a dit combien vous me donnez pour tourner dans mon film. Vous n'avez pas payé. Je n'ai pas payé. Il a payé bagage. Bon, je vais laisser au lecteur le soin de plonger dans ce nid de coco, d'ex-coco. Mais c'est votre retour en France, si j'ose dire, dans le livre, en tout cas qui m'intéresse. C'est l'épilogue. C'est quoi? C'est une sorte de testament sur la pub politique? Oh non, je crois qu'au contraire, c'est un formidable redémarrage. Mais j'ai l'impression que vous bradez tout ce qui a fait votre fortune et tout ce qui a fait la pub politique. Mais non, je crois qu'il faut, et l'écriture est là pour ça, essayer chaque fois de coucher sur le papier, à chaud, ce qu'on en a pu apprendre, les expériences. D'ailleurs, j'essaye d'être honnête pour une fois. Et un peu moins mégalo. Alors, vous l'êtes sacrément. Il y a une phrase terrible, page 230, qui affiche du vent, c'est vous qui écrivez, hein, récolte la tempête. Ça tangue à ce point pour vous? Non, mais je crois que
il est temps aussi que la publicité politique se moralise, dans nos pays comme dans les autres. Et puis c'est un pays qui essaye de nous faire aimer l'Est. Je crois qu'on a plus à recevoir de ces pays qu'à leur donner. On les traite un peu comme des pays de sauvages, on leur envoie des convois humanitaires. C'est pas du tout de cela dont ils ont besoin. Ils ont besoin de notre amour, de notre expérience, que l'on crée des choses avec eux. Dans tous ces pays-là, je suis en train de créer des agences. Et surtout, que nous comprenions que dans 10 ans, c'est demain matin, le premier pays du monde, ce sera la Russie. Parlons de la France un instant. Vous écrivez aussi « Je tiens mon métier pour responsable en partie du déclin de la politique ». Oui, je Alors crois ce que... désarroi que vous avez lu, si j'ose dire, tout au long de ces reportages que nous avons diffusés ce soir, comment l'expliquez-vous? Pas seulement par vous n'êtes pas à ce point mégalo, puisque vous employez ce terme. Non, non, d'ailleurs j'essaye de ne pas parler de moi pour une fois dans ce livre et de parler des autres. Les héros, ce sont tous ces personnages de l'Est. Et j'ai vu d'ailleurs comment ils ont pris avec des pincettes cette publicité politique, mieux que nos hommes politiques à nous, qui sont allés là un petit peu comme un canossa en espérant que la pub politique allait leur apporter les voix qui leur manquaient. Il est temps, là aussi, de remettre les pendules à l'heure et que les hommes politiques utilisent la communication, non pas pour se faire bien voir, mais pour essayer de mieux nous expliquer qui ils sont. Deviens ce que tu es. C'est ça, là, finalement, la réalité de la publicité politique. Restez avec nous parce que je voudrais montrer un reportage qui apparemment n'a rien à voir avec la politique, mais je suis sûr qu'il y a un lien. On va retourner une dernière fois ce soir à Albertville. Que reste-t-il après le dernier souffle de l'ange hier à Albertville? Ambiance de départ et de déménagement, nostalgie après 16 jours de rêve et une fête réussie. Le reportage est signé Christian Chabalier. Albertville dégouline sur une patinoire en eau qui ne verra plus dessiner les arabesques des artistes olympiques. Les Jeux d'hiver sont finis, une piste d'athlétisme va prendre place sur l'anneau de glace qui résonne encore des hurrahs hollandais. Les triporteurs embrasés dans le feu d'artifice exposent au gradin désert leurs carcasses calcinées. La tuyère d'acier noircie par le gaz était hier une vasque olympique. Mais un ange a soufflé trop fort et l'arène s'est vidée. Elle sera démontée pour prendre le chemin de Barcelone. Les envahisseurs médiatiques vont chercher d'autres scoops. On roule les câbles, on cartonne, on empile, on plie. Tandis que les enfants du quartier prennent possession du rêve de Decoufflé. Les étrangers quittent la Savoie le plus vite possible. Il faut maintenant préparer d'autres jeux dans 6 mois, dans 2 ans. Ils nous ont aimés très fort. Merci d'être venus. Jacques Séguéla, ce matin, c'était Albertville Gueule de Bois, mais pendant 15 jours, c'était la fête, la ferveur, lien avec le politique. Est-ce que cette ferveur-là ne remplace pas l'autre ferveur qui n'existe plus? Bien sûr, c'est parce qu'on ne croit plus assez en nos politiques que l'on espère plus en nos sportifs. C'est un peu la conclusion de mon livre, où je dis où nous serons des Havel et nous mettrons la morale au pouvoir, où nous allons porter atteinte à la démocratie. Et là, vous pensez pouvoir faire quelque chose? Pas moi, mais vous savez, les écrits restent. Alors, je crois que dans les consciences, ça fait bouger un tout petit peu les choses. Et le livre ne servirait qu'à ça, que déjà il aurait cette utilité. Merci Jacques Séguéla. Vote au-dessus d'un nid de coco, publié par Flammarion. Fin de cette édition, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h04 et 11 secondes très précisément, soir 3 avec Marc Hautement. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bonne soirée sur la 3, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.